And now, on with the show. Tout de suite, Biopic. avec Michael Gregorio, chanteur, imitateur, acteur, on parle de cinéma et de son film de chevet. 2001, l'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What are you talking about, Hal? This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Salut Michael Gregorio. Salut. Merci d'accepter de participer à cette émission. Je suis trop content de Avec te plaisir. recevoir. Avec plaisir, Gary. Merci à vous, auditeurs, spectateurs, dépendamment de la plateforme de laquelle vous nous suivez. Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music ou YouTube si vous voulez voir nos petites têtes. Si vous êtes là, c'est parce que vous aimez le 7e art, ou notre invité, ou le film traité, ou un peu tout ça en même temps. Et ensemble, on va parler de ton rapport avec le 7e art, mais aussi d'un film marquant dans ta vie. On va peut-être faire des parallèles avec ta carrière, ta vie, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Michael, je l'ai dit, tu es chanteur, imitateur, acteur. Tu commences très tôt au théâtre, à 14 ans. Tu participes à l'émission Graines de Star en 2001, puis tu vas enchaîner les expériences télévisuelles avec Laurent Ruquier, qui va devenir ton producteur en 2006 avec ce premier spectacle, J'aurais voulu être un chanteur. Ta spécialité, c'est le chant. Tu imites en chantant. Tu as fait 5 spectacles. La première partie de Céline Dion, pas mal. Tu as présenté entre autres le Festival du Rire de Montreux. Et côté cinéma, on t'a entendu avant de te voir. C'est vrai. D'abord comme doubleur de films comme The Kids Are Alright, Le Lapin dans Hop, Gnoméo et Juliette, Mune, L'Âge de glace, et tu étais le petit chat dans Buzz l'éclair. Exactement. Et on te voit depuis 2012 dans des films comme Dépression et des potes avec Fred Testo et Jonathan Lambert, et Homme au bord de la crise de nerfs aux côtés de Thierry Lhermitte et François-Xavier de Maison, entre autres. C'était un beau casting, ça, d'ailleurs. Très beau casting, ouais. J'ai eu beaucoup de chance. Film d'Audrey Dana. Comment est-ce que tu la vis? Alors d'abord, cette carrière au cinéma, est-ce qu'elle est aussi importante pour toi que le reste? Ouais, c'est quelque chose que j'aime faire. Je trouve que c'est deux métiers cousins, la scène et le cinéma. Ça me nourrit, ça m'ouvre et ça m'enrichit énormément. C'est quelque chose que j'aime faire et j'aimerais pas renoncer à l'une pour faire l'autre uniquement. Et que tu as toujours voulu faire, les deux? Oui, ça j'ai toujours voulu. Peut-être même que j'ai voulu être acteur avant de faire l'imitation, et c'est venu parce que j'étais au théâtre et parce que j'ai pris conscience que je pouvais jouer avec ma voix, que je pouvais la modifier, qu'il y avait des prédispositions. Et j'étais fan aussi d'humoriste, donc j'aimais écrire des sketchs. Et ça a été un petit peu le mélange de tout ça, et puis ma passion pour la musique. Donc ce que je fais sur scène, c'est un peu le mélange de mon amour pour la musique, le cinéma. Il y a beaucoup de cinéma dans mon spectacle, surtout celui-ci. Il s'appelle l'Odyssée de la voix. On va en parler. D'ailleurs, c'est Voilà. un point commun que tu as peut-être avec Stanley Kubrick, que d'aimer marier tous ces arts. On va en parler tout à l'heure. Mais justement, j'ai passé un petit épisode en 2020, en plein Covid. Tu perds ta voix. Oui. J'imagine que c'est un épisode dramatique dans la vie d'un artiste comme toi. C'était assez surréaliste parce que je perdais ma voix, les spectacles s'arrêtaient. En fait, je venais de lancer le dernier spectacle, l'Odyssée de la voix, et le soir de la première, je me blesse et pour plein de raisons. Et donc, je continue sous cortisone, j'essaye de faire les dates, mais c'est très compliqué. Et très vite, au confinement, on arrête les spectacles. Et donc, je me retrouve à essayer de récupérer ma voix. Au début, je sais pas ce que j'ai, je comprends pas bien. Puis au final, on va découvrir qu'il va falloir opérer. J'ai eu un peu peur, mais c'était pas une grande peur. Je me disais, je ferais d'autres choses, je trouverais, voilà. Tu t'en es sorti, et puis ça fait 5 ans maintenant que tu joues cette Odyssée de la voix. Raconte-nous alors l'origine de ce nom et puis le concept de ce spectacle qui fait allusion au film de Kubrick. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de parler de la voix dans un de mes spectacles. Et au début, je le rêvais un peu comme une ode à la voix. Tu vois, une ode à la voix, l'ode à la voix. Et puis dans l'écriture, avec Arnaud Lemort, je me rends compte que le spectacle s'écrit un peu comme un voyage. Arnaud me dit, mais tu vois là le début dans l'Odyssée de l'espace. Je dis, bah ouais, j'adore ce film, c'est l'un de mes films préférés. Ah bon, toi aussi? Et on revoit un peu le début du film avec les singes qui se battent, et puis pour le plan d'eau, et puis
toute cette séquence où l'un des singes découvre qu'en prenant un os, il peut casser, il peut même tuer. Et on se dit, ça ce serait quand même pas mal de le décaler complètement avec mon univers. Donc, l'os, chez moi, devient pas un vaisseau spatial, mais un micro. Et puis, le monolithe géant est une enceinte. Très vite, on a détourné un peu les codes du film. On reprend Hal aussi, qui est quand même moins méchant dans mon spectacle que dans le film. Voilà, qui est une espèce de parodie d'assistant virtuel d'aujourd'hui. Le chez nous, il s'appelle pas Hal, mais Cyril. Allez, on y va? Non. Pardon? Enfin, c'est quand même moi qui décide. Donc tu me ramènes chez moi? Non. Si. Non. Et voilà, enfin, il y a plein de séquences qu'on a retournées. Et je voulais déjà évoquer le cinéma avec la fragilité de la voix et le cinéma muet, celui de Chaplin en l'occurrence, mais en décalant sur l'univers de l'Odyssée de l'espace, ça nous a permis de pousser complètement la porte du cinéma dans ce spectacle. On va en parler tout à l'heure de ce film, de ce bijou qu'est 2001. Mais d'abord, parlons un peu du Michael, spectateur, amateur de cinéma. T'es passionné, t'es un cinéphile. Comment tu te définirais par rapport au cinéma? Non, peut-être pas un cinéphile. Je suis pas assez pointu. J'ai pas une culture assez vaste en cinéma pour me définir comme cinéphile, mais voilà, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis l'enfance. J'ai plein de souvenirs. Ça a participé à développer mon imagination. Le cinéma est présent déjà dans mes spectacles, depuis 2-3 spectacles aussi. Avant celui-ci, il y avait un gros bloc autour de Retour à le futur qui aurait pu être aussi l'un de mes films de chevet. C'est quelque chose qui a participé à développer mon imagination, ça c'est certain. Et je t'ai demandé où est-ce qu'on est à Paris, donc on est à Ouais. Montmartre. Je t'ai demandé où est-ce que tu voulais qu'on tourne cette émission. Tu m'as dit Montmartre. Et on est dans ce cinéma, donc, le Studio 28, ouais. que tu fréquentes régulièrement. Alors régulièrement, là ça fait 1 an que je suis pas venu, donc ça Mhm. c'est pas très bien, hein, mais ouais, assez régulièrement. C'est un cinéma que j'adore, qui a une super programmation. Ça fait partie des derniers cinémas indépendants, donc je devrais venir plus souvent. Mais là j'étais bien loin de Montmartre depuis quelque temps avec la tournée, donc voilà, là je vais pouvoir y retourner et rattraper un peu mon retard. Cinéma créé en 1928, premier cinéma d'avant-garde rive droite. Cinéma indépendant où se croiseront Jean Cocteau, Jean Marais, Louis Buñuel. Ça va devenir un cinéma de comédie américaine en VO dans les années 30, un lieu de projection, mais aussi une salle d'expo, concert de jazz, c'est toujours le cas. Cocteau et Abel Gance vont devenir les parrains de la salle des chefs-d'œuvre, le chef-d'œuvre des salles, comme il l'appelait. Ouais. Et puis on y tournera Amélie Poulain. La salle va se moderniser pour devenir cette salle à la pointe. Et donc on remercie le Studio 28 pour son accueil. Venez-y, Ah oui, nombreux. venez, ouais. Est-ce que tu te souviens de ta première expérience dans une salle de cinéma? Quelle C'était est-elle? au Saint-Louis à Pau. Genre j'ai deux expériences et je pense que la première c'est un Disney, mais est-ce que je suis pas certain que ce soit le livre de la jungle, il faudrait regarder les dates. Mais Et il ressortait ces films en fait. Nous on Ouais. croyait qu'il sortait pour la mais, première fois. mais alors peut-être qu'il est ressorti dans les années fin des années 80, au Mhm. début 90. Mais la première grosse expérience de cinéma, gros souvenir, c'était plutôt assez terrifiant parce que j'étais vraiment très 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 jeune, et peut-être sans doute trop jeune pour l'avoir vu au cinéma. C'est Jurassic Park. Voilà, et toujours à Pau Le 2 ou le 1? Parce que je Saint-Louis. crois qu'on est de la génération le du 1. 2, non? Ah, le 1, carrément. Le 1, Waouh. le 1. Ouais, j'étais un peu pitchoun, comme on dit chez moi, pour le voir. Et ça m'avait un peu terrorisé, là, la scène dans les toilettes, là, quand il se fait manger, le monsieur, là. Wow. Ouais, c'est quoi Voilà. les émotions en fait quand on est petit? Oui. Souvent pour nous tous, je crois que c'est les Disney. Puis après, on a vu ce premier film live action. Pour toi, c'était quoi ces émotions? Tu sentais un truc spécial? Une salle aussi qui s'éteint, dans laquelle on est tout petit comme ça, Ouais, au fond de son siège. ça, j'ai quelques souvenirs, mais même, moi, j'ai connu le truc, la personne qui vient vendre des bonbons et Mais oui. avec alors, Les je pense entr'actes. pas qu'il y avait je pense pas que c'était entracte, peut-être que c'était juste avant la séance, je sais plus exactement, mais j'ai un vrai souvenir, et voilà. Et après, il a fallu que mes parents me parlent pour me dire que voilà, et que c'était qu'un film, voilà. Et ça m'a travaillé longtemps, les dinosaures, quoi. J'avais vraiment peur qu'après il y ait des dinosaures qui viennent me manger chez moi. Ouais.
Et quand on est concerné par la voix comme toi, alors on voit quoi? On voit les films en VO, en VF, parce qu'on a une très belle VF en On a la France. chance d'avoir une très belle VF qu'il faut défendre d'ailleurs, hein. En ce moment, c'est bien, Surtout c'est en bien ce moment, ouais. surtout en ce moment, c'est bien d'en parler. Et ben, c'est vrai que l'enfance, beaucoup de VF, évidemment. Là, tu viens de parler de VF, on a parlé de Retour vers le futur. Je pense à la Évidemment. VF de Retour vers le futur. Évidemment. Et je le regarde encore en VF. Luc Hamet, Richard Lavoie, Pierre Athé. Pour moi aussi, c'est dur, j'avoue. Il y a des films comme ça, Bruce Willis, cette voix en français, Patrick Jim Poivet, qui Carrey. était souvent dans le quartier aussi. Ouais. Jim Carrey, Emmanuel Curtil, c'est des acteurs extraordinaires. Roger Carrel, Astérix, Voilà, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. On a la chance d'avoir une super VF en France. Et je sais pas ce que tu en penses, mais en termes de chant, dans les Disney, moi j'ai un peu de la... Dieu sait, hein, Robin Williams, c'est mon héros. Hein. Mais le Oui, génie d'Aladin, le pour génie moi, d'Aladin c'est par Richard Darbois. C'est Et puis c'est des exceptionnel. chanteurs, quoi. C'est des gens qui chantent bien en Ouais, français, ouais, contrairement ouais. à des fois la version anglaise. Moi, je trouve que les versions françaises sont absolument splendides. Et c'est Ouais. triste parce qu'on voit ces voix françaises disparaître les unes après les autres. On a l'impression que... Parce que c'est les voix de notre enfance. Voilà, c'est ça. Il y a d'autres comédiens qui ont pris le relais aussi. Aleman, évidemment, qui Bien vient de sûr. partir Il vient de aussi. partir il y a quelques mois. La voix de Morgan Freeman. Mm. On pense à eux tous. Ton expérience justement de doublage de voix dans les films, parce qu'elles sont marquantes, c'est quoi? C'est comment? C'est un rêve de gosse? Ah oui, ça c'est complètement un rêve d'enfant. Ça c'est évident. J'étais presque un peu geek, hein, sur les voix, parce que je reconnaissais les voix des différents comédiens de doublage dans les films. Et je disais à mes parents, mais ça, c'est la même voix que ça. Ah bon, mais t'es sûr? Et ça m'a très vite passionné. Et j'ai très vite envie de faire ça. Qu'est-ce que le cinéma t'apporte de plus que la scène? C'est d'ouvrir d'autres choses sur ton instrument de jeu, je trouve. J'ai peu tourné. J'ai fait plus de scènes et de théâtre, de doublage que de cinéma. Mais je trouve que c'est un exercice hyper intéressant. Voilà, hyper intéressant dans la nuance que la caméra peut aller chercher. On est parfois surpris. Dave, do you mind if I ask you a personal question? No, not at all. I've wondered whether you might be having some second thoughts about the mission. How do you mean? Rumors about something being dug up on the moon. Maintenant, direction l'espace pour parler de ce bijou. 2001, l'Odyssée de l'espace, A Space Odyssey, film britanno-américain de science-fiction signé Stanley Kubrick en 1968. Et les années comptent quand on parle de meilleurs films de l'histoire, parce que Citizen Kane, par exemple, aussi Ouais. tourné en 41, on le cite beaucoup. Et en fait, c'est les performances souvent techniques de l'époque, pour l'époque, qui font que le film vieillit si bien, intemporel. Et 2001 en est un bon exemple, parce que rappelons-le, s'il sort en 68, on est 10 ans avant Star Wars. Et ça, c'est quand même assez dingue. Ça a peut-être même mieux vieilli que Star Wars, car le point de départ pour Kubrick, c'était de s'éloigner à tout prix de l'aspect série B. Et on va le voir parce qu'il va consulter beaucoup de spécialistes, Ouais, beaucoup de c'est gens. très réaliste. La science-fiction, déjà, c'est un genre qui t'intéresse, que tu aimes en général? Je suis pas pointu en science-fiction, mais ça peut m'intéresser. J'ai pas un genre en particulier dans lequel je suis très pointu, mais comme ça, quand il y a des choses comme ça qui sortent, voilà. Puis l'Odyssée de l'espace, je l'ai un peu découvert en 2 temps. Première fois que je l'ai vu, j'étais trop jeune, donc ça a pas marché du tout sur moi. Même s'il m'intriguait beaucoup, parce que je le trouvais presque un peu tripant, entre guillemets. C'est vraiment jeune adulte, que j'ai découvert, et j'ai pris la mesure de ce qu'il a apporté au cinéma. D'ailleurs, j'ai un peu du mal à le classer, le mettre meilleur film, parce que j'ai l'impression qu'il est presque pas dans cette catégorie-là, quoi. C'est un peu comme, je sais pas, une symphonie un peu visuelle, et ça dépasse le film de cinéma, je trouve. Et d'ailleurs, on culpabilise souvent les gens quand on leur dit dans le milieu du cinéma, t'as pas vu ça, t'as pas vu Ah tel oui, film. oui, bien Alors sûr. qu'en fait, il faut être prêt pour un film. Exactement. Il faut Ouais. avoir l'âge, il faut avoir l'expérience, et il faut comprendre parfois les choses, et c'est bien de les voir en 2 temps. On va se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque. Que se passe-t-il à cette époque? Les années 60 ont changé le monde. Brigitte Bardot, les Beatles, le mur de Berlin, Woodstock. En 1968, on est dans une année de profonde transformation et de révolte, mai 68.
évidemment, tout le monde connaît. Manifestation contre la guerre du Vietnam. C'est en 68 que Martin Luther King et Robert Kennedy sont assassinés, que Richard Nixon devient président des États-Unis. La télé est de plus en plus accessible dans les foyers. La mode, on assiste à un renversement complet. Les liens entre musique, cinéma et mode sont très liés, avec Courrèges, Pierre Cardin, et sûrement un peu aussi Kubrick. C'est à se demander des fois si la réalité s'est pas inspirée de Kubrick lui-même, à quel point les vaisseaux spatiaux qu'on n'imaginait même pas avant, il les a dessinés comme ça. Est-ce qu'ils n'auraient pas été créés dans la réalité pour matcher? Le premier pas sur la Lune, ce sera pour 69, donc une année après la sortie du film. Et le film est tourné bien avant. Ni toi ni moi n'étions de ce monde. Mais qu'est-ce que ces années, à toi, elles t'évoquent du coup? C'est pas une époque que j'ai connue. Moi, je suis pas du tout en mode je suis né à la mauvaise époque, je suis pas du tout comme ça. Mais je suis curieux quand même, j'aurais aimé voir ça. Kubrick, lui, il a 40 ans à la sortie du film. Il réalise là son 8e long métrage. Et avant, on découvrait pour les plus connus Les Sentiers de la Gloire, Spartacus, Lolita et Docteur Folamour. Tout ça tourné à la suite d'ailleurs. Et puis après 2001, on aura Shining, Orange Mécanique, Eyes Wide Shut, Full Metal Jacket et les autres. À la base, Kubrick avait imaginé Docteur Folamour comme un documentaire réalisé par des extraterrestres. L'idée va être abandonnée et ça va le pousser à tester ce nouveau genre, la science-fiction. Le scénario de 2001 a été coécrit par Kubrick et le romancier Arthur C. Clarke. C'est inspiré de 2 nouvelles de Clarke à l'aube de l'histoire naturelle. Un roman de 2001, lui, sera d'ailleurs publié peu après la sortie du film. Alors d'abord, comment est-ce que toi, tu résumerais ce film 2001? Vaste question, c'est pas simple. C'est impossible. Impossible de résumer, mais il y a tellement de thèmes en plus qui sont évoqués, que ce soit l'évolution. Un film en 4 chapitres. En 4 chapitres, qui raconte des rencontres en fait, entre les humains d'un côté et de mystérieux monolithes noirs qui sont censés influencer l'évolution humaine et comprend un voyage vers la planète Jupiter, puis au-delà de l'infini. On y parle d'évolution humaine, de la technologie, d'une vie extraterrestre même, et de l'intelligence artificielle. C'est assez vrai. Et l'inquiétude qu'on a aujourd'hui, les questions qu'on peut se poser sur cette intelligence artificielle, elle est complètement abordée finalement avec Hal, qui est presque plus humain et a plus d'émotions humaines que Dave et Frank. C'est assez incroyable d'avoir pensé à ça à cette époque. Justement, on va en parler donc acte par acte. Et le premier acte, c'est à l'aube de l'humanité. On suit ces primates qui découvrent l'usage de l'outil et de l'arme après avoir touché justement un de ces monolithes. Et la séquence, elle est connue pour cette ellipse de l'os qui tournoie jusqu'à la procession d'un satellite et qui crée justement des raccords de fou, comme on en a beaucoup dans les films. L'os qui laisse place au vaisseau, un vaisseau qui laisse place au stylo également, qui est en apesanteur un peu plus loin dans le film. La caresse du monolithe par les singes qui riment avec les scientifiques qui font de même plusieurs milliers d'années plus tard. Toi, tu as utilisé certaines, justement, donc des scènes de narration. Oui. Le cinéma, en général, il est inspirant pour ça? Ah oui. Moi, j'adore. Oui. Et j'adore, d'une manière générale, la pop culture. Donc, et même si ça dépasse la pop culture, l'Odyssée en fait partie. Hi. Good morning, sir. Morning. We haven't seen you up here for a long time. No, very nice to see you again. Did you have a pleasant flight, sir? Yes, very nice, thanks. I think Mr. Miller of Station Security is supposed to be meeting me. Oh, well, may I call him for you? Would you please? Le deuxième acte, lui, se déroule en 99, j'allais dire en 99, tu vois, à la Suisse. On suit le docteur... Je t'aurais compris, rassure-toi quand même. Haywood Floyd, qui est joué par William Sylvester lors de son voyage sur la Lune, après que justement un monolithe identique a été découvert. Il y rencontre des scientifiques russes qui s'inquiètent de manière apparemment innocente de l'interruption des communications. Ça aussi, ça résonne un petit peu aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, avec la diplomatie... et puis cette scène, elle est connue pour ce ballet de vaisseaux spatiaux avec la valse viennoise de Strauss Junior, et non pas Richard Strauss, avec le beau Danube bleu. Je crois que Kubrick, d'ailleurs, y a pensé parce que un des monteurs, pendant le visionnage des rushs, playait tout simplement cette musique et puis elle est passée. Je savais pas ça. Et il s'est dit, tiens, et si on essayait ça? Bande-son mémorable conçue par Kubrick lui-même pour épouser au mieux les scènes du film. On a un poème symphonique de Richard Strauss qui ouvre aussi le film. Ainsi parlait Zarathustra, symbole du triomphe et du progrès. Avant lui, Atmosphère de Ligeti. On a plusieurs titres dans ce truc-là. Beaucoup de titres de Ligeti.
Justement, C'est un côté chapitre important avec ouais. la musique pour toi, ce film, et tu Ah, l'aimes aussi pour toutes ces parties-là? oui, 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 c'est incroyable, la manière dont la musique est utilisée, enfin, c'est vrai qu'il y a un côté, presque, enfin, clairement, religieux quand on écoute, Ligeti, c'est presque des incantations, enfin, je suis assez, fasciné. Je connaissais pas du tout, la musique de Ligeti, c'est vraiment, c'est par ce film Ouais, bah, pareil, que hein. j'ai découvert la musique Mmh. de Ligeti et je trouve ça assez, fascinant parce que je serais incapable de chanter un truc comme ça. Je pensais, à chaque fois que j'écoute, je me dis: «Mais comment les chanteurs font pour trouver les intervalles qui sont hyper précises?» Donc Pourtant, toi, tu pars hyper loin, je ah veux non, dire, mais tu es pas comme capable, ça, non. Je suis incapable de chanter comme ça. Faut avoir une oreille, enfin, plus qu'exceptionnelle et enfin, c'est incroyable ce que les chanteurs, font, quand ils sont capables de chanter du Ligeti. et il casse, les codes, Kubrick, souvent, en fait, c'est ça, hein, cette musique, associée à de la science-fiction, c'est forcément quelque chose, d'étonnant. La musique classique, pour toi, elle est, cinématographique, par définition? Oui, 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 ouais, ouais, clairement. Puis la musique, c'est aussi, les émotions et c'est pas forcément quelque chose qui est toujours agréable à écouter et heu et on voit, les émotions qu'on peut ressentir quand on écoute, la tension, dans la musique de Ligeti, la valse des vaisseaux sur Strauss. La musique est hyper importante, au cinéma. 2001, c'est aussi particulier pour son absence, de dialogue. Il y a beaucoup de silences, assourdissants comme ça, les espaces infinis, dans la Ouais, chambre, à l'intérieur du vaisseau ou même quand Hal lit sur les lèvres. ouais. C'est hyper bien traité parce qu'il y a pas de son, dans l'espace. Le son, il se propage pas et donc je trouve que c'est hyper bien, foutu. C'est dès qu'on sort dans l'espace et que tout d'un coup, boum, et on n'entend plus rien, la manière dont le son est traité, c'est absolument génial. Listen, Hal. There's never been any instance at all of computer error occurring in the 9000 series, has there? None whatsoever, Frank. The 9000 series has a perfect operational record. Dans le troisième acte, on est en 2001, Ouais. 2 ans plus tard, avec les 2 astronautes, les docteurs David Bowman et Frank Poole, joués par Keir Dullea et Gary Lockwood, tous 2 encore vivants d'ailleurs, ils ont Ouais. environ 88 ans aujourd'hui, je crois. Ils font un voyage vers la planète Jupiter à bord de Discovery One, à la suite du signal radio émis par le monolithe de la Lune vers Jupiter. Et par qui sont-ils assistés? Hal. HAL 9000, Carl 500 en français, Ouais. ordinateur de bord doté d'une intelligence artificielle, le fameux assistant à la lumière rouge, soi-disant infaillible, qui va inquiéter les 2 hommes et qui vont essayer de le débrancher. Bien sûr, ça va pas se passer comme prévu, on va pas tout révéler non plus. Évidemment, c'est un chapitre qui fait écho aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Tu as dit, toi d'ailleurs, je sais plus où, être bien moins bon que l'intelligence artificielle, te considérer Bah comme oui, tel. heureusement. Non, non. Ah oui, Bah, on bah, pourrait en douter, que l'intelligence artificielle ne nous surpasse pas, ah bah, au sur point certaines que choses, toi tu le penses? je pense pas. Je pense pas que sur certaines choses, sur les émotions, sur la création, même si là, effectivement, il y a quelques jours, Google sort son générateur d'images et c'est assez bluffant, mais il y a un truc un peu inquiétant, il y a un truc un peu bizarre sur ces faux acteurs, qui parlent, sur ces fausses scènes. Il y a un truc qui est assez étrange, moi, me met un peu mal à l'aise. Je sais pas du tout, je suis pas du tout contre le progrès. Je pense qu'il y a des choses extraordinaires, qui vont pouvoir être faites, notamment au niveau de la médecine et de la science grâce à l'intelligence artificielle. Mais, sur la création, on parlait du doublage tout à l'heure, sur la manière dont on va faire les films, ça m'inquiète un petit peu Pour ton quand travail même. à toi directement? Mon travail, non, parce que moi, mon travail, c'est la scène, donc voilà. Après, c'est sûr que demain, on écoute quelque chose, on pourra se poser la question de comment ça a été fait, quoi. Stop, Dave. I'm afraid. Et dans le dernier acte, alors, on suit le périple final de l'astronaute David Bowman, qui est le seul survivant, justement. On va pas, je l'ai dit, tout révéler, mais qui se rend au-delà de l'infini. Le Discovery One est finalement arrivé à proximité de la planète Jupiter. Jupiter. Il retrouve un monolithe géant en orbite cette fois-ci. Il va quitter le vaisseau pour aller l'observer. Et là, il se fait aspirer dans une sorte d'immense vortex lumineux. C'est absolument incroyable. Et alors, Sublime.
quand on disait 1968, ça paraît complètement dingue d'avoir réussi à créer un truc pareil. Ça donne cette scène de trip visuellement hallucinante avec ces vaisseaux colorés dans tous les sens, ce qui va l'amener terrifié à assister à des phénomènes un peu cosmiques, extraterrestres. Peut-être les effets spéciaux dans ce film, parlons-en un tout petit peu, ils sont absolument hallucinants de réalisme. Hallucinant. J'ai pas, je sais pas comment ils ont tourné cette scène. Je sais qu'il y a des choses qui étaient filmées dans de l'eau avec des colorants, des trucs comme ça. Je sais que le vaisseau a été construit, que c'était une roue et donc en fait pour créer la pesanteur, Ouais. enfin, le fait qu'il puisse monter comme ça avec ses chaussures pour rester au sol, en fait la roue tournait donc se servait de la gravité, c'était la caméra en fait qui bougeait pas, mais je sais pas du tout comment ils ont tourné cette espèce d'effet psychédélique complètement fou là au début. Bah, c'est vite vu, un budget initial de 6 millions, il a finalement coûté plus de 10 millions, 12 je crois, et 60% est parti dans les effets spéciaux. Ouais. Donc c'est pas mal, imposante équipe technique. Je crois qu'il y avait 25 spécialistes des effets spéciaux, dont certains issus de l'industrie spatiale, Ouais. 35 décorateurs de plateau, 70 autres techniciens. On utilise des effets spéciaux dans 205 plans du film. Et la salle de commande du vaisseau avec ce décor cylindrique a coûté 750 000 $, et la post-prod a duré à elle seule 2 ans. Mais c'était l'incroyable ténacité de Kubrick que de vouloir aller jusqu'au bout dans le réalisme, d'étudier pendant des années avant de tourner ce film et de s'entourer des bonnes personnes pour atteindre ce niveau de perfection. Hein. C'est pour ça qu'il vieillit bien, quoi. C'est toujours très 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 beau. Intemporel. Et intemporel, hein, complètement. Ouais. Et du coup, dans la dernière partie du film, on retrouve Bowman dans une chambre, là où l'esthétique de nouveau est assez incroyable. Tout semble faux, Très 18e. très 18e. Et puis il s'observe vieillissant. Ouais. Cette fois-ci à grande vitesse. Il tente de toucher le monolithe et là, il se réincarne en fœtus humain, entouré d'un globe de lumière. Alors, il y a plein d'interprétations possibles autour de ce film. Quelle serait la tienne Est-ce que c'est la réincarnation? Est-ce que c'est le recommencement? C'est difficile. Il y a certaines personnes, certains amis qui disent non, mais en fait, il est dans un zoo humain et les extraterrestres l'observent. Celui qui croit l'avoir compris l'a pas compris, en fait, parce que honnêtement, j'en sais rien. J'ai aucune certitude. En tout cas, il montre l'être humain tout petit dans cette immensité et on Quand semble... le doigt, c'est quoi? Enfin, c'est une référence au tableau qu'il y a là. C'est quoi? C'est Michel-Ange. Michel-Ange, ouais. Voilà. La chapelle Sixtine. Dans la chapelle Sixtine, mais donc est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est les extraterrestres? Est-ce que c'est rien du tout? Est-ce que c'est on ne sait pas. Voilà. En tout cas, c'est Arthur C. Clarke qui a prononcé très explicitement: si vous dites que vous avez compris 2001, c'est que nous avons échoué. Car nous voulions que le film pose plus de questions qu'il ne donne de réponses. Bah, bravo. Et c'est bien réussi, mais c'est vrai qu'il y a cette impression avec ce début et cette fin qu'on nous rappelle d'où on vient, et cette idée qu'on est absolument dépassé par cet univers, que le monolithe, lui, reste quelque chose qui nous serait sans doute, qui nous dépasserait. Oui, c'est ça. Et est-ce que c'est un recommencement ou est-ce que c'est encore une nouvelle évolution? Parce que ça pourrait être ça aussi. Et surtout, on a beau avoir créé certaines machines, même elles, on ne peut pas les contrôler. Visiblement, elles peuvent nous surpasser, et c'est ce qui fait un petit peu peur aujourd'hui. Combien de fois est-ce que toi, tu as vu ce film? Tu le vois et le revois? Comment ça se passe? Tu l'as justement parcouru au fil des années, de l'âge, et tu le comprends à chaque fois un peu plus? 3-4 fois. Et parfois, j'aime aussi le regarder et sans le regarder et faire d'autres choses et me faire surprendre par une scène, par... Ouais, pareil, je le mets souvent en fond, en toile de fond, pendant qu'on fait quelque chose. C'est pas bien, mais bon, voilà. Si, c'est bien aussi parce que c'est presque... voilà, puis et je fais d'autres choses. Bah, ça en fait un film de chevet, en tout cas. Ouais. À sa sortie en salle en 68, il va être très partagé tant par la critique que le public, mais ça, je crois que Kubrick y était plus qu'abonné. Et puis au fil du temps, il acquiert ce statut de film culte. Ouais. Et d'ailleurs, il sera nommé à 4 reprises aux Oscars, mais il reçoit en définitive que le prix des meilleurs effets visuels. Alors, c'est Encore plus heureux. que mérité, et encore heureux. Ce film va occuper une place primordiale dans l'histoire du cinéma mondial, ce qui en fait un des plus grands films de tous les temps, au point d'influencer d'ailleurs des réalisateurs comme Gaspard Noé qui fait un clin d'œil, Paul Thomas Anderson avec la musique dans Magnolia, La fièvre du samedi soir. On voit le panneau d'un cinéma qui se nomme du même nom. Et même Barbie, Plus récemment. Plus récemment, voilà.
qui commence qui reprend avec cette Barbie voiture, géante. avec la Barbie géante à Qui est la assez place du génial. monolithe et la poupée. C'est peut-être qui un est des lancée. meilleurs clins d'œil au film. On le voit aussi chez Mel Brooks ou dans Charlie et la chocolaterie. Et je crois qu'il y a un paquet de chocolat qui a la forme du Du monolithe monolithe. dans le film. On va juste parler un petit peu de points communs que je me permets de faire. D'accord. Je sais que tu as Bah la non, modestie bah des non, mais grands. c'est normal. Mais pas il y a de- quelques points communs que j'ai trouvés quand même avec Avec, Stanley Kubrick. ah. En tout cas, tu vas confirmer ou infirmer. Mais évidemment, Kubrick, largement considéré comme l'un des grands réalisateurs de tous les temps, avant tout pour la scénographie, la direction artistique. Et ça, déjà, toi, c'est quelque chose qui compte pour toi, la scénographie en général. Est-ce que quand tu penses tes spectacles, tu les penses de A à Z? Est-ce que tu es quelqu'un de un peu à cheval, contrôle fric quand tu fais un spectacle? Là, c'est Moi, une je dirais question, c'est pas jamais, une affirmation. Je dirais jamais contrôle fric, mais bon, oui, il y a sans doute des gens qui pensent ça de moi. Ça, c'est voilà. Tu aimes tout contrôler? Ou penser à tout, Il faut penser à tout. Je mets en scène mes spectacles, même si je travaille avec Arnaud Lemort, qui travaille aussi à la mise en scène et à la coécriture. On travaille ensemble, on a un binôme. La scénographie, je travaille avec Emmanuel Fabre, qui a fait notamment les JO récemment, qui travaille aussi bien au théâtre que pour des opéras, des concerts de Booba, de Mylène Farmer. C'est quelque chose qui est important, la scénographie, le travail de production, etc., etc. Ouais, c'est un gros travail qui est Cette important pour moi. polyvalence aussi, c'est quelque chose qui te parle? Bah, ça me plaît, j'aime bien savoir de quoi je parle, de quoi on parle. Donc c'est vrai que je suis aussi bien à l'aise et j'ai de la chance parce que je suis entouré par une super équipe. Kubrick a toujours, je crois, détesté Hollywood. Il vivait en Angleterre. Il a essayé des trucs, ça n'a pas pris. Professionnellement, c'est un pays qui t'intéresse. Hollywood, ça t'intéresse. On voit beaucoup d'humoristes jouer là-bas, même pour la communauté francophone, française. C'est un truc qui te parle aussi? Moi, ça j'avais très envie, mais pour des raisons techniques, comme mes spectacles sont un peu lourds parce que sont écrits avec de la vidéo, il y a des musiciens sur scène. C'est compliqué à faire tourner juste pour la communauté française, pour des raisons de budget. J'espère qu'un jour on trouvera le moyen d'adapter et de pouvoir promener un petit peu le spectacle. Pour des raisons personnelles, ça m'arrive d'aller en Californie. J'aime beaucoup la Californie, le rapport à la nature. Là, en ce moment, j'avoue, j'ai un peu moins envie d'y aller pour pas mal de raisons. Et puis, du coup, la raison personnelle vient un petit peu en France, donc ça, c'est bien. Ça me plaît. Donc oui, forcément, Hollywood, il y a quelque chose qui fait rêver. Je sais pas, aujourd'hui, c'est pas un milieu que je connais là-bas. J'ai commencé à écrire en anglais, mais voilà, juste pour le plaisir, mais pas nécessairement que pour là-bas, pour pouvoir un peu voyager sur un format un peu plus... voilà, comme je rentre en résidence dans 2 semaines. Génial. Voilà. On va terminer ce podcast avec quelques impromptus pour terminer. Des questions un peu plus larges de nouveau sur Ouais. tes goûts de cinéma. Déjà, ton film animé préféré, alors le dessin animé, le film d'animation que tu préfères? Là, le premier qui me vient, c'est Toy Story, parce que c'est le premier que j'ai vu. Je l'ai vu au cinéma, je trouvais ça complètement fou. Avec le recul, ce serait peut-être Toy Story 3, qui est juste sublime. Le film le mieux doublé selon toi, du coup, alors la version française d'un film que tu aimes en particulier? Encore une fois, Retour à le futur, Luc Hamet, Richard Darbois et Pierre Athé. J'ai eu la chance de travailler avec Pierre, qui faisait la voix de Christopher Lloyd, Doc. C'est très, très, très réussi et mon cœur d'enfant aime l'entendre régulièrement. La plus belle voix, justement, de cinéma pour toi? Michel Piccoli, Jean-Louis Trintignant, Romy Schneider, Scarlett Johansson aussi. Plus que mise en valeur dans Her, le film avec Joaquin Magnifique. Phoenix. Magnifique. Alors là, sa voix est au... Et au sinon, le doublage, Richard Darbois, mais si on peut prendre aussi un acteur qui a fait les deux, Féodor Atkin, qui a joué dans des films de Romer. Mhm. Mais pour nous, enfants des années 90, c'est Jafar. Voilà, par exemple. Et j'ai eu la chance dans Mune. Il faisait l'un des gardiens préposés de la Lune. Voilà, on était un peu en compétition. Et voilà, et c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de croiser. Peut-être l'une des plus belles voix du cinéma et du doublage. Ce sourire en dit long, en tout cas. La meilleure performance d'acteur dans un biopic, justement, quelqu'un qui s'est pour toi surpassé devant la caméra?
Ray, est-ce que c'est Jamie Foxx? C'est Jamie ça. Foxx dans le biopic de Ray Charles. De Ray, mais Marion Cotillard dans La Môme, quand même. C'est vraiment super. J'ai adoré le biopic sur Elton John. Ouais, Rocketman, Rocketman, génial, j'ai adoré aussi. Ouais. qui était vraiment super. C'est dur de choisir. Qui s'est rattrapé pour moi sur Bohemian Rhapsody. D'ailleurs, le réalisateur Dexter Fletcher a été arrêté en cours de Bohemian Rhapsody et il a fait Rocketman comme pour se rattraper. Je trouve que le résultat est là, quoi. Alors, tu m'apprends un truc, c'est-à-dire qu'en fait, le réalisateur qui a fait Bohemian Rhapsody... Prévu pour Bohemian Rhapsody était le même qui a réalisé après Rocketman, parce qu'on l'a viré du plateau. C'est bien dommage qu'il l'ait viré. Je trouve que ça se sent en tout cas dans le résultat de Bohemian Rhapsody par rapport à Rocketman. Ce qui est beau, c'est quand on s'éloigne un peu de la réalité et quand on... Oui, puis quand on dit un peu les choses, parce que Freddie Mercury qui se drogue avec des Haribo, ça marche moins que Rocketman et un Elton John qui a laissé libre cours aux inspirations des uns et des autres. Même si Rami Malek est exceptionnel dedans, mais je suis un peu d'accord avec ce que tu dis. Peut-être que c'est ça, du coup, mais film musical favori pour toi, comédie musicale Waouh. Moi, j'aime beaucoup La La Land, mais du coup, est-ce que faudrait plutôt que je dise que j'aime les Parapluies de Cherbourg, en fait. Mais il y a Singing in the Rain aussi, quand même, West Side Story. Non. Tu vois, il y en a plein qui reviennent comme ça. C'est bien, mais il y en a toujours un qui arrive d'abord. Et puis, alors on va dire les parapluies, alors. Allez. Puis Cocorico, quoi. C'est ça. Film qui te tire les larmes à chaque fois. J'ai vu Coco dans un avion, j'avais pas du tout envie de pleurer dans un avion. Donc, en plus, on est déshydraté. Et ça a bien marché quand même. Donc, Coco, c'est vrai que ça mais je l'ai vu qu'une bien. fois. D'ailleurs, il faudrait que je le revoie ailleurs que dans un avion. C'est pas les meilleures conditions pour voir des films. Celui qui te fait pisser de rire à chaque fois, lui. Moi, j'ai pas trop de problèmes de vessie quand même. Je me contrôle assez bien, mais sur des films qui me font vraiment beaucoup rire et que je revois avec plaisir, peut-être il y a Spinal Tap que j'aime énormément. Et d'ailleurs, je crois qu'ils vont refaire un tout bientôt. Le classique du Père Noël, quoi. Qui vieillit pas du tout et que je trouve toujours très 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 drôle. Le Splendide en général. Ouais. Et les projets futurs alors au cinéma, est-ce qu'on va te revoir tout bientôt Pas tout de suite. Moi j'aime prendre le temps aussi. D'ailleurs je reviendrai pas tout de suite avec un nouveau spectacle parce que j'ai besoin de temps. Je suis pas du tout dans le timing de l'époque. C'est-à-dire que je suis incapable de faire un spectacle tous les ans. Non, puis t'es là depuis longtemps aussi, c'est ça. C'est qu'on te voit depuis très longtemps. Enfin moi qui ai à peu près ton âge. Quand je vois les années dans lesquelles tu as démarré, on se dit, mais en fait, t'es toujours là, quoi. C'est ça qui est hallucinant avec des gens qui ont commencé jeunes. Mais la réalisation, c'est un truc qui t'intéresse ? Alors, ça, c'est vaste sujet. Je pense que j'ai envie de plus tourner comme acteur déjà, dans un premier temps. Mais oui, ça m'intéresse. Et je pensais que c'était pas fait pour moi parce qu'il faut arrêter les choses. J'ai du mal à arrêter les choses. Je l'ai dit 20 fois dans l'interview, j'ai du mal à choisir. Quand je fais mes spectacles, je sais que demain, je peux changer. Le spectacle, il est en mouvement. Il ne s'est jamais complètement arrêté. Je suis au montage, au mixage de ces spectacles. Quand il m'est arrivé d'en faire des DVD, il y en a eu 3. C'est l'enfer pour moi d'arrêter un mixage, d'arrêter un montage. Donc, je me dis, la réal, c'est pas pour moi. Et j'avais des amis, mais toi, t'aimes bien la mise en scène, ces trucs-là. La réalisation, moi, peut-être dans quelques années, mais j'ai beaucoup de respect pour les réalisateurs. Je sais que c'est un métier. Ça viendra peut-être, mais clairement pas demain et pas après-demain non plus. Et d'ailleurs, je rebondis, mais faire de la scène, c'est finalement avoir le temps de s'améliorer au fur et à mesure des performances, d'avoir des années pour pouvoir perfectionner à la différence d'un réal qui doit s'arrêter à un moment donné. Il faut s'arrêter à un moment donné. C'est peut-être l'avantage. Je sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le montage. Si je fais un film, je crois que le monteur. Il va me détester. C'est-à-dire que je vais lui faire un truc, puis revenir faire un truc, puis à un moment donné, je trouve ça génial, puis le lendemain, je trouve ça mauvais. C'est l'enfer. Faut pas que je vienne au montage. Je pense qu'il y a des gens qui vont vouloir me tuer. Il y a des milliers de manières en tout cas de réaliser. Oui. Non, pas de te tuer aussi, mais quand on voit un Audiard qui donne la bobine à sa monteuse, qui tourne en même temps, on découvre quand même que chacun peut vraiment travailler des choses, à sa façon. On va suivre tout ça avec plaisir. Grand merci d'être venu. Grand merci très à chouette toi, de avec parler. Plaisir. Merci d'être venu à Montmartre. Et puis on va terminer comme chaque émission avec une citation de Kubrick qui a dit à propos de 2001.
Quand un film a de la substance ou de la subtilité, on ne peut jamais en parler de manière complète. Ouais. C'est souvent à côté de la plaque et forcément simpliste. La vérité a trop de facettes pour se résumer en 5 lignes. Généralement, si le travail est bon, rien de ce qu'on dit n'est pertinent. Alors Ouais, merci, c'est très juste. J'adore. on est d'accord. Ah non oui, on est complètement d'accord, et surtout sur ce film-là. Bah, merci à ce grand maître qu'était et reste Stanley Kubrick. Merci Michael Avec Gregorio d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous le savez, vous nous retrouvez sur Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, Spotify et sur YouTube toujours. Merci, à vite pour un nouvel épisode de Biopic et d'ici là, mangez des films.